Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes Pierre et Guillaume d'Immunity by Niji, l'activité cybersécurité du groupe Niji, donc une quarantaine de collaborateurs. Et donc on fait globalement, comme pas mal de monde, du conseil et de l'audit en sécurité. On se permet de faire devant vous cette synthèse de l'étude de la future directive NIS 2, puisque au travers de nos interventions dans plusieurs collectivités, je dois avouer peut-être plus bretonne que mayonnaise, on sent que c'est un sujet qui interroge, que ce soit dans les départements ou dans certaines communes ou intercommunalités. Donc on s'est dit que c'était l'occasion finalement de partager ça avec vous, sachant que, comme vous allez le voir un peu plus tard, on reste encore sur un texte assez générique, même si ça y est, il est officiel, sur cette directive NIS 2. On attendra pour savoir à quelle sauce vous serez exactement mangé les arrêtés, les décrets qui vont découler dans quelques mois. Et donc c'était vraiment l'objectif de cette présentation, c'est de vous présenter ce qui change entre la NIS 1, on va l'appeler comme ça, et cette future, la version NIS 2 qui est validée, mais dont on attend les décrets d'application, pour que vous puissiez avoir une idée aussi de est-ce que moi, collectivité, moi, éditeur de solutions pour les collectivités, moi, data center pour les collectivités, ou que sais-je, est-ce que je serais ou pas impacté ? Alors, du coup, un petit rappel juridique, juste pour que vous compreniez un petit peu au niveau de l'Union européenne comment ils prennent en fait ils décident en fait de faire une législation plutôt qu'une autre. Donc la différence entre une directive et un règlement, donc règlement, on a tous en tête le RGPD, et la directive, donc c'est la directive NIS 2. Donc le règlement, il est d'applicabilité directe, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'attendre, justement, comme on en parlait, une loi de transposition en droit interne. Donc c'est beaucoup plus difficile à obtenir au niveau européen, et le consensus va être beaucoup plus long à obtenir surtout. Donc ils ont fait le choix d'une directive qui laisse beaucoup plus de liberté aux États, puisqu'ils peuvent interpréter cette directive dans leur droit interne. Et évidemment, c'est beaucoup plus rapide pour obtenir un consensus au niveau de l'Union européenne. Et donc, on vous a mis une petite timeline pour remise dans le contexte. Donc, en 2016, il y a eu l'adoption de la première version de la directive NIS, une loi de transposition en 2018. Puis, c'est prévu, ça, dans toute directive européenne. Il y a toujours une analyse d'impact en prévision d'une future révision. Donc, ça a commencé fin 2020. Ça a été fait par des cabinets externes, notamment nos amis de Wavestone en France. Ensuite, en novembre 2022, donc adoption de la directive NIS 2. Donc là, c'est plus vraiment l'actualité très chaude, on va dire ça, mais ça n'est pas si ancien que ça. Donc il faut savoir qu'il y a eu plusieurs versions de publiées avant qu'on ait cette version définitive, avec quand même des changements d'une version à l'autre. Et donc maintenant, le législateur français a 21 mois pour transposer cette directive dans la loi nationale. On pensait jusqu'il y a 5 minutes qu'ils auraient d'autres choses à voter, mais finalement, vu que ça va aller plus vite que prévu sur les retraites, on peut vous annoncer là en direct live que peut-être qu'on n'attendra pas 21 mois pour avoir une transposition. Mais voilà, toujours est-il que, blague à part, c'est sans doute plutôt en 2024 qu'on aura cette transposition plutôt qu'en 2023, parce que le calendrier est déjà quand même bien chargé. Alors, on va revenir sur l'évaluation en fait de NIS premier du nom. Pourquoi en fait ils ont adopté une nouvelle version de NIS 2 donc suite à l'évaluation, ils ont fait plusieurs constats. Donc tout d'abord, ils ont constaté que le champ d'application de la directive était trop restreint, c'est-à-dire le nombre d'activités concernées était trop restreint. Que ensuite la compréhension, donc l'appréciation des entités concernées, c'est-à-dire des entreprises concernées ou des secteurs d'activité concernés, en fait était assez disparate entre les États. Les États interprétaient un peu à leur manière le nombre d'entités qui rentraient dans l'application de NIS premier du nom. Ensuite, il y a un problème d'uniformisation, c'est-à-dire que les exigences de sécurité qu'on devait appliquer à ces entités et aussi les obligations de signalement étaient trop différentes selon les États. Voilà, tous les États avaient appliqué un petit peu à sa manière la directive. Alors ça devenait un peu compliqué, notamment pour les entreprises qui étaient dans plusieurs pays. Il fallait appliquer différentes versions de la même norme, donc c'était assez difficile. En termes d'efficacité, forcément, il y avait une réticence des États à appliquer des sanctions, même en France notamment. Donc ça limitait effectivement l'efficacité de la directive.
sachant que le montant maximum des sanctions dans chaque État pouvait être complètement différent. Ça pouvait être quelques dizaines de milliers d'euros ou plusieurs millions d'euros en fonction des États. Les moyens mis en œuvre, donc forcément en fonction des moyens de chaque État et en fonction de la prise en compte de cette directive dans chaque État, on a pu constater donc une hétérogénéité des ressources affectées par les États pour accomplir leurs tâches, c'est-à-dire que chaque structure type ANSSI de chaque État n'avait pas forcément les mêmes moyens pour soit aider les entreprises ou les entités, soit aller les contrôler. Enfin, donc le partage de l'information entre les États, mais aussi entre les entreprises, les entités privées ou entre les États et les entités privées, était difficile. Tout simplement parce que chaque État ne voulait pas forcément remonter des difficultés de sécurité ou où les entreprises privées pouvaient aussi être un petit peu réticentes à partager des vulnérabilités, par exemple, sur des choses qui pouvaient toucher leur propre recherche commerciale, par exemple. Et donc, face à ces constats, des objectifs, alors qui étaient déjà partiellement les objectifs de la première directive, mais ont été fixés pour cette version 2. Donc, le premier objectif, c'est d'améliorer la résilience des entités, qu'elles soient publiques ou privées. Ensuite, et vous l'aurez bien compris, c'est un peu en filigrane de ce qu'on dit depuis le début, c'est d'assurer une uniformisation des législations dans les différents États européens. Pourquoi ? Pour permettre aussi une meilleure collaboration entre les États, mais aussi, puisqu'on est quand même avant tout dans un marché commun, permettre à une entreprise qui est implantée dans plusieurs de ces marchés d'avoir la même réglementation partout. Inversement, si on se place de notre point de vue d'offreur de conseils ou d'audit, on peut imaginer que demain, on peut aller faire des audits en Espagne, en Allemagne, sur des opérateurs importants ou essentiels dans ces pays-là, puisque finalement, on aura tous normalement la même législation ou des législations assez comparables. Et ensuite, c'est d'améliorer la coopération et la réactivité des États membres. Ça, on ne va pas forcément dire beaucoup de choses là-dessus, même s'il y aura une petite salle un peu plus loin. Mais voilà, sachez qu'au-delà de tout ce qu'on impose à vous ou à d'autres acteurs qui sont essentiels pour l'activité économique ou autres, il y a aussi des choses sur des groupes de coopération interétatiques. Alors maintenant, on va attaquer donc les évolutions entre Nice 1 et Nice 2. Tout d'abord, une des plus grosses évolutions, c'est la redéfinition de son périmètre. C'est la création de nouvelles catégories, c'est-à-dire qu'on oublie donc les catégories d'OSE et de FSN. Et on crée des entités importantes et essentielles, en fonction de la criticité de l'activité exercée. Donc les entités concernées sont des entités qui délivrent des services. Donc ces services sont listés dans les annexes. On va vous donner un petit exemple tout à l'heure. Avec des critères de taille. Donc en gros, tout ce qui est PME n'est pas forcément concerné. Mais ce critère de taille saute dans certains cas. Donc là, par exemple, lorsque l'entité est une entité de l'administration publique, le critère de taille n'est plus opérant. Et ensuite, une fois qu'on a ce périmètre, l'État va pouvoir définir ces entités essentielles et ces entités importantes en fonction de la criticité de l'activité, sachant que l'État peut très bien de lui-même considérer qu'une entité est essentielle. Donc essentielle, c'est plus grave qu'important, parce qu'il le décide. Donc il a des critères d'applicabilité, mais il peut faire aussi un peu comme il veut. Sachant que les obligations de contrôle sont plus importantes pour les entités essentielles, mais aussi les sanctions sont plus élevées pour les entités essentielles. Et donc, autre changement majeur, c'est l'ajout de nouveaux secteurs d'activité ou de sous-secteurs avec des nouvelles activités. Donc là, on vous a pris quelques exemples, c'est pas une liste finie. Services postaux, gestion des déchets, réseau de chaleur et de froid, hydrogène, eau usée. Et finalement, le but premier de tout ça, en fait, c'est de tenir compte aussi des enseignements de la crise du Covid et de prendre vraiment toute une chaîne de valeur. À titre d'illustration, par exemple, on s'est rendu compte qu'on avait effectivement la plupart des gros hôpitaux, ou au moins les GHT, avaient été
déclarés comme OSE en France, mais ce n'était pas le cas, par exemple, des gens, des laboratoires, de la fabrication aussi de médicaments, etc. Donc on se rend compte qu'on n'avait pas forcément toute la chaîne de valeur de la santé qui était très, très bien traitée. Et puis il y a aussi là-dedans des activités un peu nouvelles. L'hydrogène, c'est peut-être pas si ancien que ça. Finalement, on verra un peu tout à l'heure aussi tout ce qui est recharge de bornes électriques fait son apparition dans ces annexes. Et voilà, on assiste un peu lourdement là-dessus, mais là où c'est quand même compliqué aussi au jour d'aujourd'hui de dire à un acteur vous allez être concerné ou pas, il y aura quand même une certaine appréciation des États, comme disait Guillaume juste avant. Donc, un peu à l'image de ce qui s'est passé dans les années 2019-2020, où suite aux arrêtés, il y a eu des prises des échanges entre les possibles futurs OSE et l'administration au travers que ce soit les services du Premier ministre ou de l'ANSSI. On aura sans doute à nouveau des échanges de ce type-là avec certaines entités en France. Et donc là, alors je suis désolé, c'est pas très lisible, mais c'est juste pour illustrer que finalement, on avait déjà des secteurs d'activité, typiquement si on prend l'énergie, qui était déjà un secteur d'activité où il y avait un certain nombre d'OSE. Par contre, on vient rajouter, soit dans le sous-secteur électricité, des nouveaux acteurs. Donc, je vous prenais cet exemple-là tout à l'heure, c'est l'exploitant d'un point de recharge. Mais aussi, par exemple, on voit que dans le sous-secteur du pétrole, on va rajouter tout ce qui est stockage. Donc, vous voyez, c'est des choses comme ça, des évolutions. C'est pas forcément un nouveau secteur, mais c'est aussi, on vient raffiner, pour rester dans le monde du pétrole, ou affiner plutôt vraiment les entités qui vont être dans ces périmètres NIS 2. Alors ensuite, deuxième évolution, c'est que NIS 2 va imposer en fait à une liste de mesures. Donc le prédécesseur a parlé d'une obligation de moyens, c'est exactement ça. C'est-à-dire que vous êtes concerné, vous êtes dans le périmètre, vous devez mettre au minimum en place un certain nombre de mesures de sécurité. Donc ces mesures de sécurité, elles ressemblent assez fortement à ce qu'on peut retrouver dans des normes type ISO 27001. C'est-à-dire qu'elles vont concerner des mesures techniques, opérationnelles, organisationnelles, vraiment à la fois des politiques assez haut niveau, mais aussi des procédures, des techniques ou organisationnelles beaucoup plus basses, telles que la sécurité des RH, la sécurité de l'acquisition, développement, maintenance des réseaux. Ce qu'il faut retenir, c'est que le NIS 2 met vraiment un point important sur la sécurité de la chaîne d'approvisionnement. Voilà, donc vos fournisseurs sont concernés, c'est-à-dire que si vous êtes concerné vous-même par NIS 2, imaginons que vous passez des marchés publics, il va falloir mettre en place des critères de sécurité dans ces marchés. Donc tout ce qui est gestion des incidents, gestion de crise aussi apparaît comme nouveau, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une prise en compte donc, des risques et des incidents par l'organisation. Et l'évaluation aussi de ces mesures de gestion de risque, c'est-à-dire de mettre en place en fait une gouvernance de ces risques. Donc ça, c'est assez important et c'est assez nouveau. On en a déjà il y a déjà eu un exemple ce matin sur ce sujet, mais il y a aussi toute la mise en place donc, de communication, d'urgence, lors de crise, de systèmes sécurisés. Voilà. Ça fait écho notamment à la ville de Caen. Et donc, comme je l'évoquais tout à l'heure, pour la coopération, il y a aussi un renforcement d'un certain nombre de réseaux, certains étaient déjà préexistants ou d'autres qui sont créés, donc que ce soit la coopération Nice, CCIRT ou Cyclone. Donc vous voyez, c'est des renforcements de groupes. Alors en tant que entité essentielle ou importante, on n'est pas forcément directement concerné. Là, c'est plus au niveau des États que ça va se jouer, et toujours dans l'idée finalement de se préparer à la crise, d'avoir aussi des instances où on peut aider le politique à prendre des décisions. Alors sur les sanctions administratives, donc comme on l'a vu au tout début, en fait, on déplorait le fait que chaque État avait un petit peu interprété ces sanctions administratives. Donc là, la NIS 2 va reprendre un petit peu le même principe qu'on avait sur le RGPD, c'est-à-dire qu'il va imposer un montant, un minimum en fait de l'amende maximale que peut avoir une entité qui ne respecterait pas les exigences en fait de Nice. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, évidemment, il y avait des sanctions qui existaient, mais elles n'avaient jamais été appliquées. D'ailleurs, c'est pas forcément la volonté aujourd'hui, par exemple, de l'ANSSI. Donc le montant d'amende a été uniformisé.
Donc on est à 10 millions d'euros et 2% du chiffre d'affaires annuel mondial pour les entités essentielles, un petit peu moins pour les entités importantes, c'est 7 millions et 1,4%. Et qu'elles ont été uniformisées au niveau de tous les États. Voilà, donc on ne va plus se retrouver avec un montant maximum, par exemple, je crois que c'était en Hongrie où c'était 16 000 euros et 6 millions d'euros au Royaume-Uni, par exemple. Donc, est toujours prévu dans la directive un pouvoir de contrôle, donc d'exécution voilà, des sanctions directes ou indirectes pour les autorités de contrôle. C'est-à-dire que l'ANSSI pourrait, mais bon, ça c'est pareil, c'est à la liberté de chaque État, exercer ce type de pouvoir en fonction du type de justice qu'on peut retrouver dans chaque État. Chacun a son mécanisme de fonctionnement. Donc, voilà, il faudra vraiment attendre la transposition pour voir comment ça va être mis en place. Je ne pense pas qu'il y ait de modification par rapport à Nice 1 en droit français. Donc pour conclure, et après on refera un petit focus sur les collectivités, donc finalement on se rend compte que, comme on vous le disait, un des constats de l'étude avant la révision de la directive, c'était une disparité. Mais finalement, la France ayant été assez loin en 2018, au travers voilà, des arrêtés qui avaient été pris, la loi de transposition, pour nous, ça va être plus une évolution qu'une révolution. Pour les gens qui étaient déjà dans le périmètre de la première version de la directive, par contre, on ne va pas se le cacher, il va y avoir plus de gens dans le périmètre, dont sans doute, enfin c'est même certain, des entités un peu plus du secteur public. Donc ça va être vraiment ça pour nous la révolution. Hein. Il n'y a pas de chiffres officiels, mais il se dit dans les milieux bien informés que voilà, ce sera plusieurs milliers d'organisations qui vont être dans ces périmètres. On a un peu de temps. Alors à la fois c'est court et rapide, hein, 2024, mais voilà, pas d'affolement non plus. Pour l'instant, comme on disait, on ne connaît pas le détail de ces règles qu'il va falloir appliquer, même si on peut penser qu'en reprenant les règles de l'arrêté de septembre 2018, on a déjà une bonne idée de ce que ça va donner en France. Comme on disait, donc plus d'uniformisation, éventuellement aussi voilà, plus de simplification, même si bon, une collectivité territoriale, par exemple, ou une collectivité locale n'a pas forcément vocation à faire du transnational. Et puis, sans doute aussi, tout ça derrière, il y a l'idée qui est portée par l'ENISA, l'agence européenne, qu'il faut uniformiser, avoir des processus de qualification pour les organismes qui font des audits, etc., d'un point de vue européen, avec des cadres européens. Donc, sans doute aussi de plus en plus une demande pour des produits certifiés ou qualifiés d'un point de vue européen. Et donc un petit focus voilà, sur les collectivités locales. Comment les collectivités locales vont être concernées? Alors, déjà par rapport au périmètre, forcément ils vont être beaucoup plus concernées par Nice 2, puisqu'elles vont être concernées de fait et sans critères de taille lorsqu'elles vont délivrer un service listé à l'annexe 1 et l'annexe 2. Donc on a pu voir, enfin la liste est assez longue quand même. Et si l'entité, donc double critère, est une entité de l'administration publique, donc ça veut dire les trois fonctions, service public territorial, sécurité sociale et centrale. L'entité est un pouvoir public central, donc là ça veut dire que ça concerne aussi les ministères, le gouvernement et le Parlement. Et au niveau régional, si l'entité fournit un service critique, donc bon, là il faudra une analyse de risque et après définir si oui ou non il est critique. Mais néanmoins, voilà, le périmètre est vraiment beaucoup plus grand et le critère de taille n'apparaît pas lorsqu'on délivre une activité qui est dans l'annexe 1 ou 2. En plus, l'État membre, donc la France, peut aussi intégrer des entités de l'administration publique au niveau local, et ça sans même qu'elle délivre en fait, un des services. Alors pareil, hein, pour une même administration, imaginons une région, peut très bien être concernée sur un type d'activité, par exemple le transport, mais pas sur d'autres. Voilà. Elle ne va pas être concernée sur l'intégralité de ces activités. Néanmoins, ce qu'il faut bien avoir en tête, alors on n'en a pas parlé juste avant, mais il y a un mécanisme de proportionnalité quand même qui est mis en œuvre dans NIS 2, forcément. C'est-à-dire que, en fonction de la criticité de l'activité, on a déjà ce critère pour les activités essentielles ou importantes, mais en plus, en fonction évidemment de l'entité, du contexte de l'entité, de la taille de l'entité, des moyens de l'entité, ou des risques aussi qui pèsent sur l'entité, on ne va pas mettre en œuvre de la même manière tout ce qu'on a pu lister, toutes les exigences de sécurité. Donc évidemment, une commune de 300, 500 habitants ne va pas avoir vocation à mettre en œuvre la même chose qu'une région.
Les impacts plus possibles, évidemment, ça va être, donc là je ne vais pas les prendre dans l'ordre, mais la mise à niveau des pratiques organisationnelles et techniques, un budget forcément d'investissement, mais aussi de fonctionnement qui potentiellement va être en hausse, et aussi donc une répercussion, comme je vous le disais, sur vos fournisseurs, voilà, qui vont être concernés, donc dans les clauses de vos marchés publics. Là, on a listé quelques exemples. Alors, c'est pas du tout exhaustif, parce qu'il y a beaucoup plus de secteurs concernés. Mais voilà, si on prend par exemple le secteur de l'énergie, des transports ou de l'eau, il y a des nouveautés, donc où des exemples de collectivités pourraient très bien être concernés. Évidemment, pour les exploitants d'un point de recharge, on sait qu'il y a pas mal de syndicats d'énergie qui ont déployé des bornes de recharge, par exemple. Pour les transports, des collectivités, des fois, sont gestionnaires, en tout cas, sont responsables de transport fluvial pour la région, transport routier ou aérien. Transport routier, par exemple, pour tout ce qui est car scolaire, transport aussi pour les métropoles. Les eaux usées, donc ça c'est une nouveauté de Nice 2, c'est un nouveau secteur d'activité. Donc là pareil, on a des collectivités qui gèrent en direct ou font une délégation de service public. Et un nouveau secteur qui est un petit peu moins critique, c'est l'alimentaire. Donc là aussi, on s'est posé la question, puisqu'on a la production, transformation et distribution de denrées alimentaires. Donc là, pareil, sur les cantines scolaires, est-ce que vous serez concerné? Là, voilà, il y a un point d'interrogation.